Il y a des femmes qui marchent sans bruit, mais que tout le monde remarque. Des femmes qui n'ont pas besoin de crier pour exister. Elle, c'était ce genre de femme. Elle s'appelait Dina. 32 ans. Grande, peau caramel foncé, sourire fin, regard déterminé. Elle n'était pas riche de naissance. Mais elle avait gravi chaque marche. Seule. Avec patience. Avec grâce. Chaque matin, elle s'habillait avec élégance. Tailleur sobre, parfum discret, cheveux toujours soignés. Dans les couloirs de son entreprise, elle imposait le respect sans hausser la voix. Elle n'était pas patronne. Mais tout le monde savait qu'elle portait une part de l'entreprise sur ses épaules. Elle travaillait dans une grande structure d'import-export. Chef de projet, en charge des partenariats internationaux. Les réunions en visio, les négociations en anglais, les rapports de performance. Tout ça n'avait plus de secret pour elle. Et pourtant, malgré sa réussite, Dina restait humble. Discrète. Jamais dans les clashs. Jamais dans les commérages. Une femme qui connaissait sa valeur, mais n'en faisait jamais trop. Elle vivait seule dans un appartement bien décoré, sans luxe excessif. Elle conduisait une voiture confortable, mais pas tapac sans grave-l'œil. Elle voyageait, parfois. Pour le plaisir. Pour se retrouver. Mais surtout, elle gardait toujours le contrôle. Sur sa vie. Sur ses émotions. Sur son avenir. Les hommes? Ils ne manquaient pas. Il y avait les collègues qui tentaient de flirter, maladroitement. Les anciens camarades de lycée qui ressurgissaient, par hasard. Les inconnus qui tentaient leur chance en boîte, dans les cafés, à la station-service. Mais Dina souriait, polie, distante. Elle avait déjà connu l'amour. Et la douleur aussi. Et elle avait promis de ne plus jamais laisser quelqu'un lui dicter sa valeur. Son travail, c'était sa fierté. Pas pour impressionner. Mais pour ne jamais dépendre. Elle voulait choisir un homme par amour. Pas par besoin. Elle ne courait pas après le mariage. Elle ne méprisait pas les hommes non plus. Elle voulait simplement quelqu'un qui soit à la hauteur. Quelqu'un d'honnête. De vrai. Et puis, un jour, lors d'un événement organisé par son entreprise, quelque chose changea. Un gala. Une soirée professionnelle. Des tables élégantes. Des verres à moitié pleins. Des rires maîtrisés. Elle portait une robe longue en soie noire. Sobre. Élégante. Ses cheveux étaient attachés, son maquillage léger. Et c'est là qu'il est apparu. Grand. Bien habillé. Costume sur mesure. Chaussures italiennes. Barbe finement taillée. Regard intelligent. Il ne travaillait pas dans l'entreprise. Mais il était là en tant qu'invité spécial, consultant externe pour un projet en partenariat. Ils ont été présentés l'un à l'autre par un collègue. Ils se sont serrés la main. Et à ce moment-là, quelque chose a vibré. Une conversation s'est engagée. Fluide. Naturelle. Sur les projets, sur la vie, sur les ambitions. Et très vite, les sourires sont devenus plus sincères. Les regards, plus intenses. Il s'appelait Maxime. Pas arrogant. Pas trop charmeur. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'elle aimait. À la fin de la soirée, il lui tendit une carte. Avec un petit clin d'œil, il dit « Appelez-moi si vous avez envie de continuer cette conversation ailleurs, autour d'un bon plat, peut-être. » Elle hésita, puis sourit, et prit la carte. Ce soir-là, elle ne savait pas encore qu'elle venait d'ouvrir la porte à l'homme qui allait bouleverser sa vie. Elle n'avait pas prévu de le rappeler. Mais le lendemain, en ouvrant son sac, elle retomba sur sa carte. Maxime. Consultant. Numéro inscrit à la main. Écriture soignée. Juste en dessous, une petite phrase. Le plaisir est dans l'échange. À bientôt. Elle sourit. Et, elle appela. Le rendez-vous fut pris. Un restaurant discret, ambiance tamisée. Il la complimenta avec délicatesse. Elle, méfiante, testait ses réponses. Mais il savait parler. Pas comme un dragueur. Plutôt comme un homme sûr de lui, cultivé, posé. Il lui parla d'un projet à Dubaï, d'une villa qu'il faisait construire, d'une voiture qui l'attendait. Mais toujours avec naturel. Jamais pour se vanter. Juste pour partager. Elle l'écoutait, un peu charmée. Un peu sur ses gardes. Mais le courant passait. Alors il y eut un deuxième rendez-vous. Puis un troisième. Plage, cinéma, galerie d'art, brunch du dimanche. Il semblait toujours disponible. Toujours prêt à lui faire plaisir. Toujours à l'écoute. Et elle, sans s'en rendre compte,
avait baissé la garde. Elle lui parla de sa famille, de ses échecs amoureux. Il l'écoutait avec une intensité rare. Et quand il lui prit la main pour la première fois, ce n'était pas brutal. C'était doux, respectueux. Quelques semaines plus tard, ils étaient officiellement en couple. Il la présentait comme sa reine. Lui apportait des fleurs au bureau. Parlait d'avenir, de stabilité, de mariage. Mais, très vite, il se montra pressé. Trop pressé. À peine 3 mois de relation. Et Maxime parlait déjà de fiançailles. Tu es la femme que j'attendais. Je ne veux pas perdre de temps. Le mariage ne devrait pas attendre quand on est sûr. On peut faire simple. Juste toi et moi. L'essentiel, c'est qu'on soit liés devant Dieu. Dina hésitait. Tout allait trop vite. Mais il se montrait affectueux. Toujours impeccable. Toujours galant. Et puis, il parlait comme un homme établi. Consultant indépendant. Investissement en cours. Une vie bien construite, disait-il. Un avenir serein. Alors, quand il proposa un mariage sous le régime de communauté de biens, elle leva un sourcil. Mais il répondit calmement. Tu gagnes bien ta vie, moi aussi. On n'a rien à cacher. Ce qu'on a, c'est à nous deux. Et dans sa tête, ça faisait sens. Il semblait stable. Éduqué. Serein. Elle ne voyait aucune raison de refuser. Alors elle accepta. Le mariage fut organisé rapidement. Robe simple, cérémonie sobre mais élégante. Les invités étaient heureux. Les photos magnifiques. Les regards complices. Ce jour-là, Dina croyait avoir trouvé l'équilibre. L'homme qui allait marcher à ses côtés. Un avenir à deux. Une vie construite ensemble. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Maxime n'était pas là pour l'aimer. Il était là pour la posséder. Et le piège venait de se refermer. Les premiers jours du mariage furent paisibles. Dina souriait. Elle avait un mari. Une maison plus grande. Un nouveau chapitre semblait s'ouvrir. Maxime se montrait tendre. Il lui préparait parfois le petit déjeuner. Lui massait les épaules le soir. Lui murmurait. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Elle se sentait chérie. Et malgré quelques détails, elle restait confiante. Mais très vite, les détails sont devenus des doutes. Il parlait souvent d'argent. Souvent de projets, en attente de financement. Il disait que ses revenus tardaient à arriver à cause d'un investisseur capricieux. Il racontait qu'il allait recevoir une grosse somme d'ici 2 mois, à peine. Mais en attendant, c'est Dina qui payait. Le loyer, les courses, les factures, les sorties. Au début, elle ne disait rien. Elle se disait que ça arrive. Qu'un couple, c'est aussi le soutien dans les moments creux. Mais les moments creux devinrent une habitude. Maxime passait ses journées à la maison. Il disait qu'il travaillait en ligne, qu'il préparait un projet immobilier. Mais elle le voyait plus souvent devant la télé qu'au téléphone. Et elle partait au travail chaque matin. Puis revenait préparer le dîner. Faire le ménage. Plier les vêtements. Et parfois, tendre de l'argent à son mari pour ses petites dépenses personnelles. Il ne disait jamais merci. Mais il disait souvent. Tu fais ça par amour. Non? Elle souriait. Un peu crispée. Mais elle tenait bon. Jusqu'au jour où ils marchaient côte à côte dans la rue. Elle, bien habillée, sortait du travail. Lui, vêtu simplement, l'accompagnait pour une course. Un homme les croisa. Et s'arrêta. Il salua Dina avec respect, admirant discrètement sa voiture. Quand l'homme s'éloigna, Maxime s'arrêta net. Et dit, sans sourire. Tu sais que je me sens ridicule? Moi, l'homme, je marche à côté d'une femme qui conduit. C'est honteux. C'est pas normal. Dina le regarda, interloquée. Comment ça, honteux? C'est ma voiture, je. Mais il la coupa. Je suis ton mari. Et un mari digne ne marche pas pendant que sa femme roule. Je veux cette voiture. Silence. Elle sentit quelque chose craquer dans sa poitrine. Mais, elle lui donna quand même les clés. Par fatigue. Par espoir. Par naïveté. Elle rentra en taxi ce soir-là. Seule. Et pour la première fois depuis leur mariage, elle sentit une goutte de peur couler dans son cœur. Le lendemain, Maxime lui proposa un nouveau système. Transfère ton salaire sur mon compte. Je gère mieux les finances. Je suis un homme. Et un foyer, ça doit être structuré. En plus, on est mariés, non? Dina hésita.
Mais il insista. Lui fit la morale. Fit semblant d'être blessé. Alors, une fois de plus, elle céda. Et ce jour-là, elle commit la plus grande erreur de sa vie. Elle transféra non seulement son salaire, mais aussi ses économies. Maxime sourit, lui caressa la joue, et dit simplement « Maintenant, tout commence vraiment ». Mais pour Dina, ce jour-là, c'était plutôt le début de la fin. Pendant un moment, elle s'est menti à elle-même. Elle se disait que c'était temporaire, que Maxime traversait une phase difficile, qu'un jour, il rembourserait, qu'un jour, il prendrait soin d'elle comme au début. Mais ce jour ne vint jamais. Les semaines passaient, et Maxime s'installait. Vraiment, profondément, comme un roi dans un royaume qu'il n'a pas bâti. Le loyer? Elle payait. Les courses? Elle faisait. Les petits besoins du foyer? Elle gérait. Et même, les dépenses de son mari. Coiffure, nouveaux vêtements, argent de poche. Elle, la femme indépendante d'hier, était devenue une banque mobile. Le matin, elle se levait tôt, partait travailler, ramenait de quoi vivre. Et le soir, elle retrouvait la maison en désordre, les rideaux fermés, la vaisselle sale. Maxime ne travaillait toujours pas. Mais il disait qu'il réfléchissait beaucoup. Qu'il avait un plan. Qu'il fallait lui faire confiance. Et quand elle osait lui poser des questions, il se vexait, levait la voix, lui reprochait de jouer à l'homme. Alors elle se taisait. Elle rentrait dans la salle de bain, s'enfermait. Et pleurait. En silence. Mais ce n'est pas tout. Il devint exigeant. Il voulait des plats variés. Des massages. Des soins. Et parfois, des rapports, même quand elle était exténuée. Et si elle refusait, il boudait. Ou pire, il la regardait froidement et lançait. « Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. » Chaque fois qu'il disait cette phrase, elle avait envie de hurler. Mais elle se contenait. Toujours. Elle se disait « Ce n'est pas le moment. Il finira par changer. C'est peut-être moi le problème. » Un jour, il dit une phrase qu'elle n'oublia jamais. Ils étaient en voiture, conduite par elle, encore. Et il lança, calmement. « Tu sais, Dina, si demain je te quittais, tu n'aurais plus rien. Tout ce que tu as, maintenant, c'est à nous deux. Alors fais attention à comment tu me regardes. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta dans la chambre d'amis. Pas par dispute, mais par instinct. Elle se regarda dans le miroir. Et pour la première fois, elle ne reconnut pas la femme qu'elle voyait. Les cernes, les joues tirées, les yeux tristes. Où était passée la femme forte qu'elle était avant? Où était passée Dina? Son compte en banque? Vide. Sa voiture? Entre les mains d'un homme qui la traitait comme une domestique. Ses soirées? Seule. À cuisiner, nettoyer, supporter. Et lui? Toujours là. Toujours à se plaindre. Toujours à lui faire sentir qu'elle ne faisait jamais assez. Mais malgré tout, elle tenait. Pas par amour. Mais parce qu'elle ne voulait pas perdre. Parce qu'elle ne voulait pas divorcer. Pas maintenant. Pas tant qu'il pourrait partir avec la moitié de ce qu'elle avait construit. Alors, elle fit ce que toute femme intelligente fait. Quand elle est blessée. Mais pas brisée. Elle se tut. Et elle commença à réfléchir. Un soir, alors qu'elle rentrait plutôt du travail, fatiguée, les bras chargés, elle ouvrit la porte. Et trouva des talons dans l'entrée. Des talons qui n'étaient pas les siens. Une voix féminine riait dans le salon. Elle posa doucement ses sacs. Avança lentement. Et là, elle le vit. Maxime. Assis. Confortablement. Et à côté de lui, une femme. Jeune. Bien maquillée. Habillée comme pour un rendez-vous. Dina sentit son cœur s'arrêter. Elle attendit une explication. Mais lui, il se leva tranquillement. Ah, t'es rentré. Parfait. Je voulais qu'on parle. La femme à côté évita son regard. Maxime, lui, resta droit. Voici Clarisse. J'ai décidé de l'épouser. En deuxième. J'y ai bien réfléchi. Dina crut que ses jambes allaient la lâcher. Comment ça à épouser? C'est mon droit. Tu es ma femme, oui. Mais rien ne m'empêche de prendre une seconde épouse. Et elle comprend mieux les choses. Elle est douce, elle parle peu. Il osa même sourire. Comme s'il venait d'annoncer une promotion. Clarisse, mal à l'aise, se leva. Elle balbutia quelques mots, puis partit. Dina resta figée.
muette. Mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle monta simplement dans la chambre. Et ferma la porte à clé. Le lendemain, Clarisse ne revint pas. Elle avait découvert que c'était Dina, la propriétaire. C'était Dina qui payait le loyer, l'eau, l'électricité. Et elle, Clarisse, n'était qu'un pion. Alors elle s'en alla, sans même dire au revoir. Mais Maxime, lui, ne se calma pas. Il devint violent. Pas de coups, non. Mais des paroles qui lacèrent. Des humiliations en public. Des ordres secs. Des silences pesants. Des regards méprisants. Il osait dire. C'est grâce à moi que tu es mariée. Tu devrais me remercier chaque jour. Et un soir, il ajouta. Tu veux jouer les femmes modernes? Mais tu ne veux même pas porter mon enfant? Tu te crois trop importante. C'était la goutte. Ce soir-là, elle refusa définitivement tout rapport. Elle quitta la chambre conjugale. Et s'installa dans la chambre d'amis. Silencieuse. Froide. Brisée, mais pas soumise. Il hurlait. Il menaçait. Il jurait qu'il allait la remettre à sa place. Mais Dina avait compris une chose. Porter un enfant de cet homme, c'était prolonger sa propre prison. Et elle refusait de donner à la vie un fruit d'un tel poison. Alors, elle se mura dans le silence. Elle ne demanda plus rien. Elle ne donna plus rien. Et dans cette immobilité, elle commença à observer. À écouter. À anticiper. Maxime croyait qu'elle avait abandonné. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dina préparait sa vengeance. Silencieusement. Intelligemment. Froidement. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. La maison était silencieuse. Mais ce silence n'était pas paisible. C'était un silence de plomb. Un silence qui étouffe. Un silence qui tue. Dina ne pleurait plus. Elle ne suppliait plus. Elle ne cherchait plus à comprendre. Elle observait. Maxime croyait avoir gagné. Il avait la maison, la voiture, le contrôle du compte. Il dormait dans le grand lit. Il sortait à l'heure qu'il voulait. Revenait quand il voulait. Et elle? Elle vivait dans la chambre d'amis. Une pièce minuscule. Un lit étroit. Un sac dans le coin avec ses sous-vêtements. Quelques vêtements suspendus derrière la porte. Mais malgré tout, elle tenait. Elle allait toujours au travail. Toujours aussi élégante. Toujours aussi professionnelle. Ses collègues ne voyaient rien. Elle gardait le sourire. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus de lumière. À la maison, elle faisait encore le minimum. Préparer le repas. Nettoyer un peu. Mais plus un mot de tendresse. Plus d'attention. Plus d'amour. Et surtout, plus aucune intimité. Maxime, lui, devenait de plus en plus nerveux. Il sentait qu'il ne la contrôlait plus totalement. Il haussait le ton. Faisait claquer les portes. La menaçait parfois. Mais Dina ne réagissait pas. Elle écoutait. Et dans son silence, elle bâtissait un plan. Car Dina avait compris une chose essentielle. Tant qu'elle était mariée sous le régime de communauté de biens, elle ne pouvait pas partir sans risquer de perdre la moitié de tout. Et même pire. Elle savait que Maxime pourrait réclamer une part de sa retraite, de ses investissements, de ses biens à venir. Alors, elle décida de rester. Mais de se retirer. Elle commença à tout transférer. Discrètement. Sans bruit. Sans trace visible. Elle ouvrit un compte au nom de sa petite sœur. Elle fit passer une partie de son salaire dessus. Chaque mois, un virement régulier. Justifié comme soutien familial. Puis, elle contacta un notaire discret. Et céda symboliquement son terrain à un cousin de confiance. Un acte de donation. Légal. Officiel. Son assurance vie. Elle changea le bénéficiaire. Elle déclara que c'était pour sa nièce étudiante. Son investissement dans la tontine. Elle le fit sortir sous forme de biens matériels. Meubles. Appareils. Stockés ailleurs. Et Maxime? Toujours confiant. Toujours convaincu qu'elle était figée, soumise, détruite. Il ne posait plus de questions. Il pensait qu'elle avait accepté sa place. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dina avait juste déplacé la guerre. Elle ne la menait plus avec des mots. Elle la menait avec des papiers. Des transferts. Des signatures. Des silences. Elle devenait invisible. Mais elle redevenait maîtresse de son avenir. Et quand tout fut prêt, quand il n'y avait plus rien d'important à son nom, plus de comptes, plus de terrain, plus d'actifs, elle se leva un matin, prépara un petit déjeuner simple, le posa sur la table, et dit calmement:
Je veux divorcer. Maxime la regarda. Il rit. Puis il fronça les sourcils. Tu crois que tu vas partir comme ça? Tu vas voir ce que la justice va dire. Elle ne répondit pas. Elle prit son sac. Et sortit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la justice allait entendre une vérité qu'il n'imaginait même pas. La décision était prise. Elle n'allait plus vivre pour protéger ce mariage. Elle allait vivre pour protéger son avenir. Mais pour gagner ce combat, il ne suffisait pas de vouloir partir. Il fallait préparer chaque détail. Car Maxime, s'il sentait qu'elle échappait, allait tout faire pour la battre. Alors Dina ne laissa aucune place au hasard. Elle retourna voir le notaire. Cette fois, elle entama les sessions définitives. Le terrain qu'elle avait acheté avec ses premières économies fut officiellement mis au nom de sa sœur. Contrat rédigé. Signé. Enregistré. Elle se fit accompagner par un huissier pour récupérer discrètement ses objets de valeur personnelle. Ses bijoux, ses documents officiels, ses actes de naissance, ses relevés, ses diplômes originaux. Elle ouvrit un compte bancaire dans une autre banque. Pas à son nom, mais au nom d'une micro-entreprise qu'elle monta avec une amie de confiance. Une structure de conseil, fictive, mais légale. Et chaque mois, elle y versait une partie de son revenu sous forme de frais professionnels. Elle changea aussi de numéro de téléphone, mais garda le précédent actif, uniquement pour recevoir les messages de Maxime. Chez elle, elle ne disait rien. Elle faisait semblant. Le repas, les tâches, les discussions neutres. Mais à l'extérieur, elle bâtissait sa sortie. Elle demanda un délai pour son divorce. Pas par faiblesse, mais pour gagner du temps. Et surtout, pour vider les traces. Maxime, de son côté, ne comprenait pas. Il croyait qu'elle avait peur, qu'elle se calmait, qu'elle finirait par changer d'avis. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que Dina disparaissait lentement, juridiquement. Elle fit aussi quelque chose de plus subtil. Elle se fit radier volontairement de certaines assurances communes. Elle résilia des abonnements, des contrats de mutuelle, des prélèvements. Elle modifia les procurations, les autorisations, les bénéficiaires. Même son testament, elle le réécrivit. Et Maxime, lui, il continuait à parler, à menacer, à fanfaronner. Si tu divorces, je pars avec la moitié de ta vie. Tu sais ça, non? Mais elle ne répondait plus. Elle avait compris que certains combats ne se gagnent pas avec les poings, ni même avec les larmes. Mais avec les preuves, les documents, la patience. Un matin, elle revint de la banque, fraîchement maquillée, propre, posée. Elle se regarda dans le miroir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se reconnut. Dina était de retour. Pas la femme brisée, mais la femme forte, élégante, silencieuse. Et prête. Ce jour-là, elle appela son avocate. Et dit simplement. C'est bon. Lancez la procédure. Ce fut le début de la fin. Mais pas la sienne. Celle de Maxime. Ce jour-là, elle n'avait pas tremblé. Elle n'avait pas crié. Elle avait juste dit, calmement. Je veux divorcer. Maxime avait d'abord ri. Un rire sec, moqueur. Tu bluffes. Tu veux aller où, hein? Tout est à nos deux noms. Tu crois que tu vas partir comme ça? Moi aussi je suis protégée. Mais elle ne répondit rien. Elle le regarda. Puis retourna dans la chambre d'amis. Le lendemain, une convocation officielle arriva à la maison. Le cachet du tribunal. Son nom à lui. Son nom à elle. Date de l'audience, dans 30 jours. Maxime explosa. Il cria. Cassa une chaise. L'insulta. La traita de traîtresse, d'ingrate, de folle. Mais Dina ne répondit pas. Elle n'avait plus besoin de se justifier. Elle avait les preuves. Les virements. Les messages. Les transferts. Les attestations. Maxime, fou de rage, appela un avocat. Un homme connu pour ses méthodes douteuses. En quelques jours, une première riposte arriva. Une demande officielle de blocage de tous les comptes de Dina jusqu'au jugement du divorce. L'argument? Préservation des biens communs du couple. Et à la surprise générale, le juge accepta. Les comptes de Dina furent gelés. Maxime triomphait. Tu vois? Tu veux faire la maligne, mais maintenant t'as plus rien. Tu vas voir qui est l'homme ici. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ses comptes étaient déjà vides. Dina avait tout retiré, tout déplacé, tout protégé. Et lui, croyant l'avoir piégé,
avait tout mis à son nom. Il avait acheté une parcelle. Il avait pris un prêt bancaire. Il avait retiré une grosse somme pour lancer son projet immobilier. Et il avait tout gardé à son nom. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce qu'on retire, puis redépose, devient juridiquement un bien personnel. Car Dina, elle, avait gardé une trace de chaque opération. Les dates, les heures, les signatures. Alors quand son avocate déposa le dossier complet devant le juge, ce dernier fronça les sourcils. Le procès fut ouvert, public, tendu. Maxime se croyait encore au-dessus. Il jurait que c'était elle qui voulait le ruiner, qu'il avait sacrifié ses projets pour l'amour, qu'il méritait une compensation. Mais la juge, patiente, feuilleta le dossier. Elle vit les virements, les changements de bénéficiaires, les justificatifs, les lettres notariales. Et un silence s'installa. Puis, la juge demanda. « Monsieur Maxime, à quelle date exacte avez-vous informé votre épouse de ce prêt immobilier fait en son nom ?» Il balbutia. « C'est pour nous deux, donc je n'ai pas eu besoin d'eux. » Donc elle ne l'a jamais signé. « Non, mais c'est pour le foyer. » « Mais le compte était à votre nom, monsieur. Et l'argent a été déposé par vous, et retiré par vous. Ce n'est pas un bien commun. C'est une dette personnelle. » Silence. Froideur. Choc. Dina, elle, restait droite. Sans sourire. Sans arrogance. Elle n'était pas venue pour se venger. Elle était venue pour se libérer. Et à la fin de l'audience, le verdict tomba. Maxime conservait ses dettes. Mais aucun droit sur les biens de Dina. Aucun accès à ses transferts. Aucune compensation. Pire, la maison qu'il espérait garder appartenait légalement à une tierce personne. Il ne pouvait pas l'exiger. Et Dina, elle, sortit. Plus libre que jamais. Il crut que le divorce serait sa victoire. Il s'était vu repartir avec la moitié de tout. L'argent. La maison. La voiture. Les économies de celle qu'il appelait sa femme. Mais Maxime avait oublié une chose. On ne gagne pas contre une femme qui a été trahie en silence. On ne gagne pas contre une femme qui a tout perdu, et qui n'a plus peur. Lorsque la décision finale fut prononcée, la salle resta silencieuse. Même Maxime n'avait plus la force de protester. Le juge avait tout décortiqué. Les relevés, les virements, les manipulations, et surtout, les preuves que Dina avait tout anticipé. Il déclara. Monsieur Maxime, vous avez usé de votre position de conjoint pour obtenir un transfert intégral des revenus de Madame Dina vers vos comptes. Or, l'analyse des flux démontre que vous avez ensuite utilisé ces fonds pour contracter un prêt personnel à votre nom. Ce prêt vous engage seul. Maxime essaya de protester. Mais c'est elle qui m'a dit de le faire. C'était pour nous. Mais le juge répondit simplement. Ce n'est pas ce que montrent les documents. Aucun acte écrit. Aucun mandat. Aucun contrat commun. Vous avez agi seul. Vous paierez seul. Et là, il comprit. Il comprit qu'il avait été trop gourmand. Trop sûr de lui. Trop arrogant. Il pensait être malin. Mais Dina avait été stratégique. Ce qu'il croyait être ses atouts, était devenu ses chaînes. La maison, déclarée hors communauté. Transférée avant la demande officielle de divorce. Les biens, déjà cédés, donnés, répartis, légalement. Ses dettes, il les avait engagées seul. Et la banque, maintenant, exigeait le remboursement immédiat. Il se retrouva, sans rien, et avec des dettes de plusieurs millions. Et dans son compte bancaire, un solde négatif. Un découvert creusé par des retraits non autorisés. Par des projets fantômes. Par des rêves de grandeur financés par l'argent des autres. Et Dina, elle, n'avait plus rien à craindre. Ses biens étaient ailleurs. Intouchable. Elle avait juste perdu un nom. Mais elle avait sauvé son avenir. Quand le verdict final fut prononcé, elle se leva. Calmement. Sans triomphalisme. Sans colère. Elle salua respectueusement le juge. Sortit. Et une fois dehors, elle respira. Pour la première fois depuis des mois. L'air semblait plus léger. Son cœur plus calme. Son esprit plus clair. Maxime, lui, sortit plus tard. En colère. Rouge. Honteux. Dévoré par le choc de sa propre défaite. Il tenta encore une dernière carte. Faire appel, bloquer les décisions, porter plainte. Mais plus il bougeait, plus il s'enfonçait. Parce que tout était légal. Propre. Préparé.
Dina n'avait pas fui. Elle avait retourné la stratégie contre lui. Et désormais, il était piégé dans un trou qu'il avait creusé lui-même. Il y a des hommes qui ne savent pas perdre. Des hommes qui préfèrent sombrer, plutôt que d'admettre qu'ils ont tout gâché. Maxime fut de ceux-là. Après le jugement, il tenta encore de faire croire qu'il avait été manipulé. Qu'il était une victime d'une femme froide. Qu'il avait tout donné par amour. Mais les gens ne sont pas aussi aveugles qu'il espérait. Sa famille, qu'il avait convaincu de son leadership, commença à poser des questions. Sur les dettes, sur les prêts, sur les factures impayées, sur les promesses non tenues. Ses amis, beaucoup prirent leur distance. D'autres lui rappelèrent qu'il avait mis en garde. Et Maxime se retrouva seul. Lentement. Jour après jour. Il avait quitté la maison, comme l'avait ordonné le tribunal. Il s'était retrouvé dans un petit appartement qu'il ne pouvait même pas meubler. La banque l'avait appelé plusieurs fois. La première fois, poliment. La deuxième, plus fermement. Et la troisième, avec menace de saisie. Ses dettes l'étranglaient. Ses anciens partenaires l'évitaient. Ses projets avaient tous échoué. Et l'ironie, même ses anciens habits, ceux achetés avec l'argent de Dina, ne lui servaient plus à rien. Il était riche en apparence, ruiné en vérité. Pendant ce temps, Dina avançait. Discrètement. Sans faire de bruit. Mais en paix. Elle avait repris un nouveau logement. Plus petit, mais lumineux. Avec des murs qu'elle avait peints elle-même. Des plantes qu'elle arrosait le matin. Et surtout, une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle ne parlait plus de Maxime. Elle ne le critiquait pas. Elle ne le poursuivait pas non plus. Elle avait pardonné. Mais elle n'avait pas oublié. Un jour, alors qu'elle sortait d'une réunion, elle l'aperçut. Assis sur un banc, dans la rue. Mal rasé. Le regard vide. Leurs regards se croisèrent. Il voulut se lever. Mais elle détourna simplement les yeux. Et continua son chemin. Pas par arrogance. Mais parce que ce chapitre était clos. Elle n'avait plus rien à lui dire. Plus rien à lui prouver. Plus rien à partager. Il s'était exclu lui-même de sa vie. Et aujourd'hui, Maxime vivait avec ce vide. Ce silence. Cette perte qu'il s'était infligée lui-même. Il avait tout eu. Et il avait tout gâché. Ce jour-là, elle s'était réveillée avec un sourire. Pas parce que tout allait bien. Mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait plus aucune peur. Pas de peur de perdre. Pas de peur d'être seule. Pas de peur d'être trahie. Dina s'était relevée. Et elle s'était reconstruite. Elle n'avait pas crié sa revanche sur tous les toits. Elle ne s'était pas vantée. Elle ne s'était pas exposée sur les réseaux. Non. Elle avait choisi le silence. Et la solidité. Elle avait repris son travail, avec la même élégance. Elle avait lancé un petit projet personnel, un fonds d'aide pour les femmes en procédure de divorce. Discret, mais efficace. Elle avait voyagé. Pas pour fuir, mais pour respirer. Elle avait retrouvé des amis. Des vrais. Des gens simples, sincères, qui ne lui demandaient rien d'autre que sa présence. Et les hommes? Ils étaient encore nombreux à tenter leur chance. Mais Dina ne regardait plus l'apparence. Elle cherchait la paix, la vérité, et surtout, la cohérence entre les mots et les actes. Elle avait compris une chose essentielle. Aimer, ce n'est pas se perdre. Ce n'est pas tout donner pour être accepté. Ce n'est pas sacrifier sa dignité pour sauver un mariage. Aimer, c'est marcher côte à côte. Et non, l'un derrière l'autre. Un jour, une jeune fille l'aborda à la sortie d'un séminaire. Elle lui dit « Madame, vous êtes un modèle. Comment avez-vous fait pour ne pas craquer ?» Dina sourit. Et répondit doucement « Je n'ai pas eu le choix. Quand tu es face à un mur, tu cries une fois. 2 fois. Puis tu construis une échelle. Et tu passes au-dessus. » Elle n'avait plus besoin de prouver sa valeur. Elle n'avait plus besoin de réparer un homme. Elle n'avait plus besoin de se sacrifier pour mériter l'amour. Elle s'était choisie. Et dans ce choix, elle avait tout regagné. Aujourd'hui, Dina marche droite. Belle. Silencieuse. Mais inoubliable. Et Maxime, quelque part dans sa solitude, ne pense plus qu'à une chose. Comment a-t-elle fait pour le battre, sans jamais lever la voix? La réponse est simple. Une femme brisée peut se relever. Mais une femme lucide ne redonne jamais une seconde chance à la prison.